3 questions à Alexandre Adler, journaliste, historien et auteur de Le peuple monde, destin d'Israël, chez Albin Michel. Bonjour Alexandre Adler. Bonjour. Avant de revenir sur votre dernier ouvrage, un mot de la situation internationale. Le monde, en ce 2 janvier 2012, est un monde bouleversé, on le sait. Il est de coutume d'être dans l'espérance en début d'année. Alors que peut-on attendre de mieux sur la scène internationale pour cette année 2012 ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux ? Eh bien, on peut attendre d'abord que les 2 grands pays qui sont les piliers de la stabilité de notre monde, la Chine et les États-Unis, abordent cette année dans de meilleures conditions et parviennent l'un comme l'autre à maintenir à la fois évidemment un équilibre politique et une stabilité économique qui diffusera sur le reste de la Terre. Par exemple, un accident de la croissance chinoise aurait des répercussions immédiates au Brésil, sur le prix du pétrole. Bref, nous avons espéré cela. Et puis, j'ajouterais peut-être quand même que le printemps arabe, qui est entré dans une phase maintenant de tourmente évidente, constitue malgré tout une avancée importante sur le plan des idées, sur le plan des comportements, et que peut-être un certain nombre de pays qui sont en train d'expérimenter un passage en force à la démocratie vont s'y maintenir. Je pense par exemple à la Tunisie et au Maroc, plus bien entendu qu'à l'Égypte. Justement, Alexandre Adler, 1 an après les fameux printemps arabes, on parle aujourd'hui de printemps russe suite à des manifestations anticorruption. Est-ce que printemps, expression qui désigne une renaissance, est-il bien approprié ? C'est déjà une prise de position d'employer ce mot ? Oh oui, mais je crois qu'il y a quelque chose de vrai. Quand bien même on pourrait souhaiter, vous voyez quel lapsus je suis en train de faire, on pourrait souhaiter que Poutine ne saute pas précisément, parce que la stabilité du pays est quand même un bien fragile, qui a été acquis difficilement après la période Yeltsin. Et d'autres leaders ne pourraient pas assurer cette stabilité russe pour le moment ? Non, pas tout de suite. D'abord parce que ils ne sont pas en position de capacité de gouverner, que cela supposerait un bouleversement et un affrontement difficile. Donc, il faut peut-être que les choses mûrissent. Mais attendez quand même la fin de ma réponse. Je crois quand même que ce qui s'est passé là est le signe que les Russes ont manifesté une grande maturité politique et qu'ils en ont assez d'être traités comme des mineurs. Il y a une amélioration considérable du niveau de vie en Russie et de conditions de la vie de tous les jours. Il y a, je dirais aussi, le remplacement d'une génération par une autre, une génération qui n'a connu que la perestroïka de Gorbatchev ou les débuts de la démocratie et qui n'est pas prête à se laisser traiter comme Poutine et un certain nombre de ses amis avaient l'intention de le faire à l'occasion de cette élection présidentielle. C'est une très bonne chose. Oui. Mais j'espère pour ma part que la Russie est entrée dans un processus long de construction d'une véritable force d'opposition et d'une culture démocratique. Ce n'est pas encore le cas. Et il y a évidemment quelque chose d'inquiétant dans ces manifestations, c'est l'importance du courant nationaliste intégriste que exprime un garçon comme le blogueur Navalny, dont les positions, par exemple, sur les caucasiens et le racisme en général, et justement, Alexandre Adler, extrêmement encourageants. Retour dans les pays arabes, mais pour la même idée, demain en Égypte, c'est le dernier tour des élections législatives, élection qui a vu la percée fulgurante des salafistes, un islam considéré comme rigoureux. Il n'y a pas d'alternative pour les Occidentaux, en tout cas, entre l'islam rigoureux et la démocratie ? Manifestement pas. D'ailleurs, les partis libéraux ont eu tout le temps de montrer dans cette phase de quasiment un an. On est toujours dans une version manichéenne, non ? Non, pas du tout. C'est l'immaturité ou l'incapacité de gens comme El Baradei, par exemple, ou Amr Moussa, qui ne sont pas des grandes figures et qui, en plus, ont souvent cédé à la surenchère nationaliste vis-à-vis d'Israël en particulier, qui n'avaient évidemment pas un grand attrait pour l'électorat urbain. Quant à l'électorat rural, il faut rappeler que l'Égypte reste un pays paysan avec une pauvreté rurale persistante, une autorité constante qui s'est toujours exercée sur les villages. Il est évident qu'elle n'allait pas se traduire par l'expression de grands partis libéraux. Vous savez, en 1848, après cette révolution extraordinaire des barricades à Paris, que Victor Hugo a immortalisé, nous avons eu des élections qui ont donné une large majorité au Parti de l'Ordre. Et 1 an plus tard, c'était lui, Napoléon Bonaparte, qui était élu président de la République avant de devenir empereur. Donc, ce sont des choses que l'on a déjà vues par le passé. Oui. Le suffrage universel dans un pays qui est foncièrement conservateur donne la force donne le pouvoir à des forces conservatrices. Et hélas,
une nécessité, elle peut donner lieu à des solutions un peu différentes quand même. Alexandre Adler, pour terminer, parlons de votre livre, Le Peuplement destin d'Israël. Vous dites, on devient juif avant de comprendre quoi que ce soit au judaïsme. 3000 ans après l'épopée de Moïse, qu'est-ce qu'être juif aujourd'hui en 2012 ? Aujourd'hui, c'est d'abord appartenir à une minorité religieuse qui, pour la première fois peut-être de son histoire, ne connaît plus d'oppression politique directe. Il y a évidemment des préjugés antisémites dans le monde développé, il y en a de moins en moins, et il y a par ailleurs une liberté de conscience presque totale. C'est une grande nouveauté. L'autre immense nouveauté, c'est évidemment qu'une partie conséquente du peuple juif est retournée sur le terrain de ses origines, a créé l'État d'Israël, et se retrouve au cœur du Moyen-Orient, alors que rien ne l'y préparait au début de ce siècle. Ce sont deux bouleversements très grands. Le troisième, je dirais, c'est que le peuple juif, après avoir assisté et accompagné les grandes transformations de l'histoire depuis l'Antiquité, pour la première fois, commence à être un peu un acteur, en tout cas redevient un acteur de premier plan, et à travers des processus tout à fait inédits, comme par exemple la science. Oui. Qui aurait pu imaginer que le peuple juif participe collectivement et individuellement à la grande aventure de l'exploration de la nature, de la science, de la médecine, d'une manière aussi importante. Et tout ça s'est déroulé en ce siècle. Donc c'est peut-être le siècle le plus important de l'histoire juive depuis probablement l'époque de Jésus. Dernière question, l'idée du peuple choisi, du peuple élu et du retour en terre d'Israël, est-ce que c'est pas quelque chose d'inconscient chez tout être juif ? On le voit avec la démarche de l'Alia, qui est le retour en terre d'Israël. Beaucoup déchantent tout de même. Tout à fait, vous avez raison. Et bien entendu, il faut se méfier des conclusions hâtives et du messianisme précoce que tout cela peut créer. En fait, fort heureusement, justement comme quand on ne connaît rien du judaïsme, quand on est et qu'on l'apprend petit à petit dans la vie, on apprend aussi que peuple élu ne signifie plus pas peuple supérieur, mais simplement peuple destiné par l'histoire à certaines tâches, à une certaine vocation, et d'autre part, le retour sur la terre se mérite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de promesse qui ait jamais été faite par Dieu au peuple juif d'occuper un espace de la planète particulier. Par contre, le peuple juif a fait la promesse de respecter la loi, et la loi on n'y transige pas. Donc, un peu de judaïsme semble ramener à un messianisme un peu impénitent. Beaucoup amènent quand même à se méfier des emballements et à essayer de construire un avenir possible pour tous. C'est évidemment mon vœu le plus sincère en ce début d'année. Merci Alexandre Adler et meilleurs vœux et très belle année 2012 à vous. Et je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Le Peuplement destin d'Israël. C'est chez Albin Michel. Merci. Merci beaucoup.